Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire présenté par l'association le CPIE du Gard avec son espace Conseil Faire. Je suis Lauriane Errand, je suis conseillère à l'espace Conseil Faire, donc qui est la mission de service public sur la rénovation énergétique et donc tout ce qui concerne les économies d'énergie dans l'habitat. Pour aujourd'hui, je vous propose un webinaire sur la thématique des éco-gestes au quotidien qui sera donc diffusée sur Internet en plusieurs parties. Cette animation est en partenariat avec la communauté de communes du Piémont-Cévenol, l'ADEME et la région Occitanie. Alors, les éco-gestes au quotidien, donc ça va concerner les éco-gestes sur la consommation d'énergie et des consommations d'eau. Alors, les consommations d'eau et de l'énergie, finalement, qu'est-ce que la maîtrise de l'eau et de l'énergie? C'est vraiment déjà comprendre ce que sont les consommations dans son logement, comment les analyser, donc à la fois sur les factures, comprendre finalement sur quels appareils sont les plus gros consommateurs, et ensuite trouver des solutions pour justement limiter les consommations dans son logement. On va déjà parler, avant de parler à l'intérieur du logement, finalement, comment la consommation d'énergie est répartie en France. Elle est répartie en fait en quatre parties. Donc il va y avoir principalement quand même le résidentiel, puisque 43% de la consommation en France donc est consommée par les habitations. Vient après les transports, l'industrie et l'agriculture. La France compte aujourd'hui environ 32 millions de logements qui du coup consomment de l'énergie et de l'eau derrière. Ces logements, donc pour 61%, ont été construits avant 1975. Cette date est importante, c'est une date qui correspond à la date du commencement de la première réglementation thermique de la construction. Et donc, avant cette date, il n'y avait pas d'obligation, par exemple, d'isoler les différentes parois du logement, ni de mettre des systèmes de chauffage, d'énergie tout confondu, performants. Voilà, à partir de 1975, de premières règles ont commencé, et puis aujourd'hui, on en est même à la réglementation thermique 2012, qui est assez exigeante, voilà, depuis la première sortie de la première réglementation. Un petit test, le juste watt, pour voir si vous savez classer ces appareils en fonction de leur puissance. Il faudra les classer de la plus petite puissance à la plus grande puissance. En 1, nous avons la bouilloire électrique. En 2, le sèche-cheveux. En 3, l'ordinateur portable. En 4, le ventilateur pour l'été. Et en 5, le téléphone portable type smartphone. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Attention, voici les résultats. Alors, en premier, avec la plus petite puissance, nous voyons le smartphone, le téléphone portable, qui a à peu près une puissance de 5 watts. Donc, la puissance, c'est vraiment qu'est-ce que consomme l'appareil, mais à l'instant T, voilà, instantanément. Donc, le téléphone portable, 5 watts, l'ordinateur portable, environ 17 watts, le ventilateur, alors même s'il y a plusieurs tailles de ventilateurs, mais c'est pareil pour les appareils, voilà, la moyenne est environ de 36 watts. Le sèche-cheveux, 1500 watts. Alors là, on voit qu'on explose la quantité de watts. C'est 100 fois plus que l'ordinateur portable parce que le sèche-cheveux a besoin de chaleur très rapidement. Et même chose un peu pour la bouilloire électrique. Là, on est à l'entour des 2000 watts. Donc finalement, ces deux appareils, pour vous donner un élément de comparaison aussi, c'est à peu près la puissance qu'on peut avoir sur certains radiateurs électriques. Voilà, parce que ça a besoin de cette chaleur instantanément, immédiatement, on en a besoin. Donc ça va amener une forte puissance. Deuxième question maintenant, dans le juste watt, saurez-vous classer donc ces mêmes appareils en fonction de leur consommation d'énergie annuelle, de la plus petite à la plus grande?
Je vous laisse 20 secondes. Attention, maintenant, le temps est écoulé. Voici les résultats. Alors, les résultats. Le plus petit consommateur, finalement, ça va être le sèche-cheveux. On a vu tout à l'heure qu'il était classé dans des plus grandes puissances d'appareils. Mais vu que le sèche-cheveux ne va être utilisé qu'une fois par jour, tous les 2-3 jours, voilà, en fonction des personnes dans le ménage, et bien finalement, avec aussi un peu de temps d'utilisation, finalement, on voit qu'il va consommer à peu près 16 kWh par an. Le ventilateur, lui, effectivement, déjà, il ne va pas fonctionner toute l'année, plutôt en été. Et puis sur des plages horaires bien distinctes, donc ça va être peut-être le matin, le soir, voilà, suivant les habitudes de vie, on a aux alentours, voilà, de 25 kWh de consommation. Le téléphone portable, malgré qu'il soit beaucoup plus petit, qu'il ait une petite puissance, lui, par contre, on va l'utiliser en permanence, le recharger assez souvent et toute l'année. Donc, on arrive à peu près à une consommation de 36 kWh. Vient ensuite la bouilloire, qui a quand même une grosse puissance. Si on est amateur de thé, de tisane, ou qu'on utilise voilà l'eau chaude par la bouilloire assez souvent, voilà, on peut arriver aussi à commencer à avoir une grosse consommation. Et puis enfin l'ordinateur portable. Et oui, il est souvent utilisé par certains foyers. Souvent, des fois, on ne l'éteint pas complètement, on le laisse en veille, et donc lorsqu'il est en veille, il consomme toujours au niveau de sa prise secteur. Donc, soit penser à débrancher déjà pour limiter, mais on verra les solutions par la suite. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit jeu, le juste watt. Mais on va revoir d'autres questions sur la consommation d'énergie. Alors, première question déjà, en quelle unité mesure-t-on la consommation d'énergie d'un ménage? Il existe aujourd'hui plusieurs unités qui caractérisent l'énergie, mais quand on parle de l'énergie d'un logement, quelle est son unité? Je vous laisse 10 secondes. Réponse 1 en watts, réponse 2 en calories, réponse 3 en kilowattheure ou réponse 4 en euros. Et la réponse est en kilowattheure. Alors en plus, vous aviez la réponse dans la question précédente, dans le juste watt, on parlait bien de consommation et donc de kilowattheure. Voilà, vous voyez la formule qui explique comment on arrive à calculer les kilowattheures. Finalement, c'est la puissance d'un appareil qui va être multipliée par le temps d'utilisation, le temps de consommation. Autre question, un petit test maintenant de calcul. Combien consomme une ampoule de 12 watts, donc d'une puissance de 12 watts, qui va rester allumée pendant 10 heures? Réponse 1, 12 watts. 0,12 kWh, 120 kWh ou 10 heures. Je vous laisse 20 secondes. Attention, la réponse était 0,12 kWh. Alors, petite explication, nous avons une puissance de 12 watts qu'on va utiliser pendant 10 heures. On peut déjà multiplier ces deux chiffres, ce qui nous donne 120 watts-heure. 1 kilowatt correspond en fait à 1000 watts. Donc, il va falloir diviser ces 120 watts-heures par 1000 pour obtenir des kilowattheures, ce qui nous donne 0,12 kWh. Troisième et dernière question, laquelle de ces énergies est la plus chère? Le gaz de ville, réponse 2, le bois, réponse 3, l'électricité ou réponse 4, le fioul. Alors, il existe d'autres énergies dans le logement qui sont citées juste à côté, mais on va rester sur ces 4 énergies. Donc, laquelle de ces énergies est la plus chère? Je vous laisse 10 secondes.
Attention, la réponse est l'électricité. Et oui, l'électricité fait partie des énergies les plus chères hein, aujourd'hui, dû au coût de sa fabrication en fait. Hein. Donc, par exemple, en France, on a une grosse part réalisée par le nucléaire, des petites parts par les énergies renouvelables, encore par des centrales aussi thermiques. Et donc, vous voyez sur le diaporama également un classement de différents types d'énergie, voilà, qui sont du moins cher au plus cher, donc en euros pour 1 kWh. Parce qu'on ramène donc toutes ces énergies, on peut toutes les ramener à la même unité qui est le kilowattheure. Très souvent d'ailleurs, on connaît en général cette unité pour les consommations d'électricité que vous pouvez retrouver sur vos factures. Et aujourd'hui, on estime que le prix du kilowattheure d'électricité est en moyenne environ de 15 centimes. Voilà, lorsqu'on a un abonnement moyen à peu près d'une puissance de 6 kVA au compteur avec un tarif de base, comprenant bien sûr l'abonnement. Et donc effectivement, l'électricité se classe parmi les plus chères, même si le gaz propane est encore un peu plus cher, mais c'est une énergie aussi qui va beaucoup plus varier aussi au fil des mois, contrairement à l'électricité. Voilà, donc bien évidemment dans ce classement que vous voyez, le soleil, effectivement, on ne le paye pas aujourd'hui, donc 0 €. Ensuite, vous avez le bois déchiqueté, qu'on appelle aussi le bois plaquette, voilà, qui peut venir soit de recyclage de palettes, mais aussi de plaquettes forestières, par exemple. Vous avez le bois bûche, ensuite l'électricité, mais sur l'utilisation d'une pompe à chaleur géothermique pour le chauffage, le granulé de bois en vrac, qu'on appelle aussi les pellets, le granulé de bois en sac, le gaz réseau, appelé aussi gaz de ville, le fioul, le pétrole, qu'on utilise très souvent encore pour les poêles à pétrole, hein, en système d'appoint ou de chauffage lorsqu'on n'a pas d'autres systèmes. Attention, ce sont quand même des systèmes assez aussi, faut faire attention à la santé, ça peut être dangereux dans un logement, donc les limiter le plus possible. Vient ensuite l'électricité et puis le gaz propane. Voilà, donc là, on a fait quelques petits quiz pour une petite mise en bouche sur justement les éco-gestes et surtout la répartition de la consommation d'énergie que vous retrouvez justement dans ce diaporama. Donc, vous voyez, il y a 4 thématiques, hein, 4 grandes thématiques qu'on peut répartir dans un logement. Principalement, nous allons retrouver le chauffage, à peu près à 67% hein, des consommations moyennes dans un logement sont dues au chauffage. On aurait pu aussi rajouter d'ailleurs, il manque ici la partie climatisation pour certains logements, puisque nous sommes dans une région dans le sud de la France où on a aussi un impact par rapport au confort d'été. Et des fois, on a besoin de climatiser et c'est aussi une consommation importante. Alors, vient ensuite l'électricité spécifique. Donc, ça va être tout ce qui est éclairage, appareil électroménager, audiovisuel, ventilation également. Voilà, qui est une consommation avec un taux qui justement augmente hein, dans cette part de répartition au fil des années parce qu'on démultiplie aussi beaucoup les appareils. Vient ensuite l'eau chaude sanitaire, à peu près 10% des consommations d'énergie. Et puis vient ensuite la cuisson, hein, les appareils de cuisson, les plaques, le four micro-ondes, etc. Alors, on va faire un zoom maintenant plutôt sur la partie chauffage. Parmi ce diaporama précédent, on a vu qu'il y avait cette grosse consommation. On va voir ensemble à quoi est due cette consommation et comment trouver des solutions. Tout d'abord, la consommation d'énergie de chauffage va dépendre de plusieurs critères. En premier, il va y avoir la qualité thermique du bâti, qu'on appelle aussi par exemple l'isolation des parois, donc des parois des murs, de la toiture, du sol, mais aussi des menuiseries, fenêtres, porte-fenêtres, portes d'entrée. Ça va aussi dépendre s'il y a une question de mitoyenneté, si on a des voisins à côté, au-dessus, en dessous, ou alors si on vit par exemple en maison individuelle, sans voisins autour. Et donc on donne directement, toutes les parois donnent directement sur l'extérieur. La consommation de chauffage va dépendre aussi de la régulation et de la programmation.
déjà si elle est présente, si elle existe dans le logement. C'est vrai que ça peut être un manque si on n'a pas d'éléments pour pouvoir réguler ces températures et les programmer, mais aussi d'en avoir la maîtrise. C'est-à-dire que si on a un appareil, il faut savoir s'en servir pour pouvoir justement maîtriser les différentes programmations de température. Donc, définir aussi une température de confort du ménage, ça, on va pas avoir la même température d'une personne à une autre. On va pas avoir les mêmes ressentis par rapport à une personne fragile, par exemple, qui va chauffer plus qu'une personne plus jeune, moins fragile, etc. Ça va dépendre aussi, cette consommation, des performances de l'installation des systèmes de chauffage. Déjà de son ancienneté et puis de sa qualité en général, si aussi elle est bien entretenue, de sa performance, de ses appareils. Ça va dépendre aussi des pertes dans la distribution de chauffage, donc en fonction des canalisations, de la longueur de ces canalisations, et si ces canalisations, par exemple, sont calorifugées, que ça veut dire isolées, si par exemple ces canalisations passent dans des parties non chauffées, voilà, comme un garage, un sous-sol par exemple, un vide sanitaire. Mais cette consommation de chauffage va dépendre également du climat, donc de la rigueur de l'hiver pour le chauffage. Attention, la consommation de chauffage ne dépend pas, par contre, pas vraiment du nombre d'occupants. On va peut-être changer un petit peu la température si on va avoir des invités, mais sinon, en règle générale, ça va vraiment plutôt être en fonction du bâti et de ses installations que va dépendre cette consommation et non pas le nombre de personnes dans le logement. Un petit schéma aussi pour vous parler du confort thermique, donc élément important justement qui va dépendre du niveau d'isolation du logement. Dans le schéma de gauche, vous voyez une personne qui a froid, son logement n'est pas isolé, nous ne voyons pas d'isolant ni sur l'extérieur ni sur l'intérieur de la paroi du mur, et donc elle a quasiment la même température de paroi que la température extérieure. Malgré qu'elle ait mis le chauffage à 24 degrés pour avoir donc une température de l'air à 24 degrés, la température ressentie, finalement, ça va être la moyenne de ces deux températures. Donc elle va varier entre 18 et 19 degrés de température ressentie, mais avec ses parois froides, eh ben, elle a quand même mis son écharpe et son bonnet. Dans le schéma de droite, on voit que le logement a un mur qui est isolé, peut-être tous les murs, et donc cette paroi de mur, elle va avoir une température plus élevée, pour pourtant une température de chauffage de 19 degrés. La paroi sera autour de 18. Et donc, il y aura beaucoup moins d'écart de température, et donc la personne a du coup un bon confort thermique. Hein. On voit cette personne a plutôt remonté ses manches même de son pull, parce que son logement était isolé et donc elle n'avait pas cette sensation de paroi froide. Donc ça va être important, voilà, aussi pour pouvoir régler la bonne température dans son logement. En principe, si on a un logement à peu près bien isolé, du coup, on va régler la bonne température de consigne en fonction de l'utilisation des pièces ou de l'habitation en fonction de son activité. Donc, par exemple, pour les pièces de vie, et lorsqu'on est présent dans ces pièces de vie, la bonne température à adopter est normalement 19 degrés. 16 degrés pour la nuit ou lorsqu'on a des absences dans le logement. Et puis, si on s'absente de plusieurs jours, une semaine, un mois, etc., voilà, on va mettre plutôt autour des 12 degrés ou en mode hors gel quand on a un système de chauffage qui laisse cette possibilité. À l'inverse, par exemple, pour une salle de bain, par contre, on va plutôt monter à 21 degrés. Voilà, parce que quand on va sortir de la douche, on va avoir une sensation de froid à cause de l'eau sur son corps. Donc, petit message aussi qu'il faut retenir, hein, une phrase courte mais intéressante, c'est 1 degré de moins de consigne, c'est 7% d'économie d'énergie de gagner sur la facture. Donc ça, c'est une règle générale, en général. Si on abaisse le chauffage d'1 degré, on fait en moyenne 7% d'économie de chauffage. Donc ça va être important lorsque on a tendance à avoir un peu froid dans le logement. Bon, il serait peut-être bien de vérifier s'il fait quelle température avant de monter le chauffage et plutôt finalement mettre un pull, voilà, pour éviter de trop consommer. Alors,
quelques petits gestes, hein, petites solutions que l'on peut mettre en place facilement dans son logement. Déjà, donc de bien baisser, comme on disait, donc le thermostat la nuit, donc 16, 17 degrés, voilà, suivant le logement. Et puis, en cas d'absence dans les pièces inoccupées, on peut aussi fermer les pièces, d'ailleurs, bien fermer les portes des pièces qu'on n'occupe pas pour éviter et du coup éteindre en partie le chauffage de ces pièces pour éviter de chauffer ces volumes que l'on n'utilise pas. Voilà, ça aussi, c'est des économies d'énergie. Bien sûr, fermer les volets dès que la nuit tombe, hein, pour éviter que la chaleur s'échappe en fait du logement, hein, surtout par le biais des baies vitrées. Donc ça ramène une isolation thermique supplémentaire. Voilà, on va essayer d'éviter de ne pas gêner la diffusion de chaleur des radiateurs, hein, qu'elle puisse bien renvoyer la chaleur à l'intérieur de la pièce. On peut installer aussi des éléments réfléchissants, en fait rayonnants, derrière le radiateur, hein, qui va permettre en fait de renvoyer la chaleur plutôt vers l'intérieur de la pièce, plutôt que vers l'extérieur, si jamais le radiateur donnait sur un mur donnant sur l'extérieur, sous une fenêtre, comme on voit sur la photo par exemple. Et puis, une chose très importante, de bien entretenir régulièrement ses équipements de chauffage, son système de chauffage principal, pour que voilà, il puisse déjà durer dans le temps et pour éviter des surconsommations. Chose très importante que tout le monde peut faire, finalement, la consommation de chauffage, elle peut aussi être maîtrisée par rapport à la mesure. Chose très importante, alors on parle de température, mais aussi de taux d'humidité, qu'on appelle aussi hygrométrie. Et donc, il va être important de contrôler la température de la pièce ou des pièces du logement. C'est comme ça que là, par exemple, on voit sur la photo 23 degrés. Bon, on va peut-être pas monter le chauffage, on va plutôt aller chercher un pull. Donc, le fait rien que de voir la température existante du chauffage a un effet même psychologique et donc on va prendre d'autres mesures, d'autres solutions, voilà, pour éviter de monter le chauffage s'il était déjà élevé. Et le taux d'hygrométrie va être important, hein, puisque l'humidité en pourcentage, en fonction de son taux, on ne va pas avoir le même confort aussi et ne pas régler de la même façon la température. Et donc, l'humidité aussi, hein, si on a un fort taux d'humidité, il faut savoir que ça va demander beaucoup plus de consommation de chauffage. Donc, ce qui est important, c'est de faire le plus possible disparaître ce taux d'humidité dans les logements. Donc, soit on aère déjà les logements, donc on ouvre les fenêtres au moins 5 minutes par jour, mais aussi on peut avoir ce qu'on appelle un système de ventilation, souvent un système de ventilation mécanique contrôlée, la VMC. Donc ça, c'est assez indispensable dans les logements aujourd'hui, surtout ceux qui vont faire des travaux d'isolation, d'étanchéité à l'air. Voilà, c'est ce système qui va pouvoir permettre de balayer l'air intérieur, de renouveler l'air, et pour qu'il soit moins humide et aussi qu'il y ait moins d'autres polluants, hein, les composés organiques volatiles, les allergènes, les polluants type acariens, etc. Les odeurs également. Donc, ce qui va être important, c'est que ce soit bien maîtrisé et aussi bien nettoyé. Voilà, donc de nettoyer les bouches d'extraction, comme on voit sur la photo, qu'on a souvent dans les salles de bain, les toilettes, la cuisine, et aussi nettoyer les entrées d'air sur les menuiseries ou au-dessus de ces menuiseries, voilà, suivant les situations. Sur ce deuxième schéma, vous voyez où sont placées justement les circulations d'air. En fait, ce qui est important, c'est qu'il y ait cette circulation dans l'ensemble des pièces du logement. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle les entrées d'air, donc là vous voyez sur la flèche violette à gauche de la fenêtre ou à droite, va permettre de faire rentrer de l'air neuf dans le logement, donc par les pièces qu'on dit les pièces sèches, donc les pièces de séjour, les chambres, bureaux, salons. Voilà. Et par contre, les parties d'extraction de l'air, c'est-à-dire aspiration d'air, vont être dans les pièces vides d'eau, donc les pièces type cuisine, salle de bain, toilette, puisque dans ces pièces, il va y avoir une arrivée d'eau. Voilà, et tout ça va permettre ce balayage, cette circulation d'air dans l'ensemble du logement. Voilà, c'était la partie donc sur les éco-gestes du quotidien, sur la partie générale, hein, de tous les appareils et surtout sur la partie chauffage. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo
pour parler de l'eau chaude sanitaire, des consommations aussi d'eau froide et des appareils spécifiques électriques dans le logement. À très bientôt.